Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On est le vendredi 13 février. Et ça porte chance ou ça porte malheur déjà? Je sais pas trop, en tout cas on n'est pas à Los Angeles, donc ça nous porte pas chance. Week-end de All-Star Break, et donc je suis avec Fred Weiss. Salut Fred. Bonjour. Tu préfères Fred ou Frédéric? Personne ne m'appelle Frédéric, à part ma mère. J'ai failli t'appeler Frédéric Weiss et je me suis dit, mère, je vais me prendre par surprise. bien fâchée, elle m'appelle Frédéric, sinon c'est Fred. Ouais, quand Frédéric, c'est quand t'as fait une connerie. Voilà, c'est pas bon. Même encore maintenant, j'ai peur. Il faut toujours avoir peur de sa mère. On va commencer par l'actu un peu chaude avec Jeremy Sohan qui a signé hier soir au New York Knicks. Ça te fait rigoler déjà? Coupé par les Spurs quelques heures avant et il a rebondi à New York. Ça t'inspire quoi cette signature de l'ailier à tout faire polonais? En fait, c'est tout le processus m'inspire quelque chose. C'est-à-dire que tu te rends compte à quel point ça peut aller vite en NBA. Il semblait être indissociable du projet Spurs, il semblait être une des pièces maîtresses. Alors évidemment qu'il y a des joueurs qui étaient devant lui, notamment Victor et peut-être d'autres, mais tout le monde s'imaginait que ce noyau dur qu'il formait, ça pouvait lui permettre d'avancer longtemps dans ses Spurs, et puis d'un seul coup, patatras. Tu n'es plus dans les plans du coach, le coach qui a changé, qui a décidé de faire autrement que de se passer tes services, que tu rentres pas dans sa physionomie et dans sa philosophie de jeu. C'est dur, c'est extrêmement dur. Je pense que c'est quelqu'un qui en plus aimait les Spurs foncièrement. Donc je trouve ça un petit peu dur, mais c'est la vie de la NBA. Donc par rapport à ça, déjà, je trouve ça dur. Et ensuite, je pense que New York ramasse pas trop mal les miettes qui traînent. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Alvarado est un de ces exemples. Je trouve que personne vraiment n'avait dit que c'était bien comme signature avant la trade deadline d'Alvarado. Tout le monde disait oui, c'est cool, ça peut être un petit plus. Ça apporte énormément. Jeremy Sohan, en confiance, on a vu que c'était un excellent défenseur, quelqu'un qui pouvait faire beaucoup de choses pour son équipe, qui pouvait avoir cette grinta un petit peu qui correspond à New York finalement. Donc tu te dis, c'est pas grand chose. En plus, ils ont dû le payer 3 cacahuètes. Honnêtement, je pense que c'est plutôt un bon coup du côté de New York. Et lui, pour se relancer, pourquoi pas? Ouais, lui, c'est un pari à court terme parce de toute façon, il était en fin de contrat. Là, c'est un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison. Et entre guillemets, oui, il est obligé, mais il parie sur lui-même sur la fin de la saison. Généralement, dans ce genre de scénario, les joueurs sont toujours bons quand il y a un contrat décroché au bout. Enfin, en tout cas, en général, c'est le moment où ils sont les meilleurs. Ils se mettent dans les bonnes dispositions pour performer. Et pour New York, tu peux te dire que tu as un bon joueur de complément pour la fin de la saison, potentiellement que tu garderas pas, parce que c'est quand même un poste, je trouve, où les Knicks ont du matos quoi, sur les ailes. C'est ce qui a bloqué notamment Gershon. Mais c'est pas exactement le même type de joueur. C'est pas exactement le même type de joueur. Parce que là, tu as un défenseur polyvalent qui peut remonter le ballon de temps en temps aussi, qui peut être un peu à la création. Alors oui, il a pas de shoot, et ce qui est l'inverse de Gershon, par exemple. Mais je pense qu'il peut t'aider sur les rebonds, il peut un peu te créer du jeu. Je pense que les gens vont me prendre pour un fou, mais pour moi, c'est un Ben Simmons. C'est un peu un Ben Simmons, parce qu'au lancer franc, c'est un peu la même chose. Il va défendre sur beaucoup de postes, et il a cette capacité à pénétrer, à aller marquer des paniers. C'est un petit Ben Simmons, j'ai envie de dire, donc ça se tente. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé à cette comparaison que je trouve... évidemment, Ben Simmons, il avait je pense une vision du jeu tout autre, mais... Évidemment. Non, mais c'est vrai que dans l'idée, dans l'idée, il y a de ça, avec les limites que ça comporte. Avec les limites que ça implique, et donc à savoir si Mike Brown est capable d'utiliser Sohan. Il n'a pas été capable d'utiliser Gershon. Voir si quelqu'un qui a des compétences différentes un petit peu peut être plus utilisé. Après, avoir un porteur de balle en plus, je trouve pour les Knicks qui s'appuie beaucoup sur Brunson à la création, sur 10 minutes, je pense que ça peut être un pari intéressant pour les Knicks. Ça peut pas faire de mal en tout cas. Si tu vois qu'il ne rentre pas dans le plan, au final, c'est juste le 15e joueur de ta rotation, il jouera pas et basta, on s'en fiche, ça change rien. Quoi qu'il arrive, c'est pas très grave, si ça se passe pas bien. Et s'il apporte 10-15 minutes de qualité en play-off sur des séquences, t'as tout gagné, quoi. Surtout qu'avec... Je regardais l'autre jour les Pistons qui sont en train de faire une saison exceptionnelle. J'ai regardé quel match? C'était Détroit contre... Pas Charlotte, mais le match d'après, là, quand il y avait Jalen Duren qui était suspendu. C'était il y a 2 jours. J'ai déjà oublié l'équipe. À Toronto. Ils ont gagné à Toronto. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'ai oublié. En taille patron, tu vois. Et je me disais, tu vois, un Sohan sur des séquences, pourquoi pas sur Cunningham, quelques minutes pour relayer Anunoby, Bridges, Josh Hart, qui vont tous se coltiner à un moment. Dans cette confrontation qu'on imagine forcément venir en play
playoff, ça serait presque décevant de ne pas l'avoir à un moment, le Knicks Pistons. Non, mais tu rajoutes Swan, tu rajoutes un gars qui va peut-être faire galérer Kate Cunningham et Caris LeVert en face. Non, mais c'est surtout sans risque. Ouais. C'est-à-dire qu'au pire, ça se passe mal, c'est pas grave, tu l'as jusqu'à la fin de saison et ça coûte pas très cher. Et si c'est positif, ça t'apporte ces 10 minutes où il va défendre dur, il va amener sa grinta. Moi, je pense que c'est un super move. Vraiment. Ouais. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'à un moment, il développe aussi un shoot un tout petit peu plus fiable et que ça change, là, pour le coup, radicalement la suite de sa carrière. Parce que c'est un énorme manque. Mais ne serait-ce que s'il shootait à 32-33% à 3 points de façon régulière, ça changerait déjà pas mal de choses sur le plan de jeu de son coach. C'est sûr que c'est compliqué d'avoir un joueur qui, quand il est à 3 points, tout le monde recule de 3 mètres, quoi. Évidemment que ça rend plus difficile les attaques et tu as l'impression que tu attaques à 4. Mais je suis pas sûr qu'il en soit capable déjà. Mais il y a beaucoup de travail à faire, ce sera pas cette année. Mais il faut se servir de ses qualités. Et je pense qu'il des qualités, il en a. Et vraiment, celle que j'aime, c'est ce côté un petit peu dur, barbare, un peu sauvage, j'ai envie de dire. Et ça peut être intéressant. Et à New York, qui n'aime pas ça? Et puis tu vois, il y a quand même un mec dans la peinture, Mitchell Robinson, qui a tendance souvent à se blesser. Ça lui est pas trop arrivé cette saison. Il y a peut-être un moment où ça va lâcher. Évidemment. Et là, tu peux te dire, en fait, tu peux intégrer Sohan peut-être dans un 5 ou en première rotation. Il y a une raquette Towns, Sohan. Alors, moi, avec Towns, t'en as un qui shoot de toute façon. Mitchell Robinson ne shoot pas. Donc ça, entre guillemets, ça changerait pas totalement foncièrement la façon de jouer des Knicks, même si évidemment la protection de cercle, ça n'aurait rien à voir. C'est pas Sohan qui va t'apporter ça, mais par contre, sur le ballon, oui. Défenseur sur le ballon, sur l'homme, oui, ça change beaucoup de choses. Quand même. Je trouve ça dingue, moi, d'avoir un nouveau joueur dans ton équipe comme ça, pour rien. Ouais, c'est magnifique. Et c'est vraiment... en fait, tout le monde était sur le cul quand San Antonio a coupé Son, parce que tu dis, ils vont l'échanger contre un deuxième tour de draft 2031. La question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Est-ce qu'ils ont cherché et pas trouvé? Ou est-ce qu'ils lui ont fait une fleur en le coupant et en lui disant... Peut-être, comme ça, tu peux choisir où tu veux, peut-être. C'est possible. Mais c'est un peu bizarre, j'avoue. Un joueur comme ça, je pense que tu peux au moins avoir un second tour de draft, à minima. Je pense quand même un deuxième tour. Parce que c'est quand même un joueur qui tournait à 11 points de moyenne avec les Spurs l'an dernier, la saison d'avant. C'est pas un joueur qui était nul et qui apportait rien. Dans un contexte un peu de tanking, où il n'y avait pas de pression particulière, où on le laissait faire un peu ce qu'il voulait. Ça marche un temps, mais c'est sûr qu'après, si tu prouves pas certaines choses, tu perds ta place. Après, il faut se rappeler que Popovic a voulu le faire jouer meneur aussi, ce qui l'a mis dans une situation un peu inconfortable. Il y a un autre joueur qui a commencé à jouer meneur en début de saison, Cooper Flag. Il était moins bien aussi. Depuis qu'il est décalé sur son vrai poste, ça va mieux. Donc, est-ce que certains ont expliqué que c'était pas si mal de voir Cooper Flag meneur de jeu à 18 ans en NBA. Moi, je trouvais que c'était une idée totalement absurde. Je sais pas qui a expliqué ça, mais je comprends pas. En tout cas, Jason Kidd est revenu là-dessus, même si, après, le contexte de Dallas, c'est pareil. On teste des choses. C'est une formation accélérée, on va dire, les Mavericks pour Cooper Flag, qui a tout de suite beaucoup de responsabilités, mais que tu crames un peu aussi, quoi. Que Jason Kidd t'explique qu'il n'avait pas le choix. Effectivement, il n'avait pas trop de choix, c'était compliqué au poste de meneur, etc. Mais qu'ils disent c'est génial, c'est quand même Et il a aussi dit, moi je comprends mieux le basket que vous, j'ai été un grand meneur et cherchez pas des explications, vous n'allez pas comprendre de toute façon ce que j'essaye de faire. J'adore les gens comme ça. C'est toujours bien. J'adore les gens qui ont des avis péremptoires. Écoute, c'est souvent comme ça malheureusement parfois dans le sport de haut niveau. Si t'as pas été All-Star ou Hall of Famer, tu peux pas t'exprimer. D'ailleurs, c'est prouvé que c'est pas parce que t'as été un très grand joueur de basket que tu seras un très bon coach, et c'est valable dans tous les sports. Donc, t'imagines dans un restaurant, tu trouves un plat pas bon, on te dit ouais mais t'es pas chef, du coup t'apprends à avoir un avis. Tu manges, c'est tout. C'est mange et tais-toi, dribble et tais-toi, et puis mange et tais-toi maintenant. Non, c'est un peu abusé. Non, j'aime pas du tout cette façon de penser, et je pense que chacun son poste, chacun le poste où tu peut tirer la quintessence de ce que tu as. Et Sohan, je pense que c'est un poste 4, clairement. Donc je pense qu'il peut vraiment aider. Je l'ai dit, donc week-end de All-Star Break, All-Star Game. Vous pourrez suivre d'ailleurs tout ça là en direct sur Bein et en exclusivité avec Jacques, Rémi et Xav qui sont là-bas pour nous. On les rejoint. J'aimerais bien. Mais si on est là, c'est juste après. En fait, là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche. Et on arrive pour le Rising Stars Challenge de ce soir. Ouais, ça serait bien. Non, à la limite, on arrive pour demain parce que c'est à 23h. Toi, le jet lag sera un peu moins difficile. Ouais, et puis c'est pas le truc que j'ai le plus envie de regarder de toute façon, le Rising Stars Challenge. Sans Cooper Flag d'ailleurs, qui est forfait blessé. Il y a plein de joueurs comme ça, au moment du All-Star Break, ils ont tous un petit problème, ils ont besoin de jours de repos, hop, et ça fait comme ça de 5 jours de repos, tu passes à une semaine et demie. C'est incroyable, comme ça tombe à ce moment-là, c'est quelle malchance ou quelle chance, je sais pas comment dire, mais c'est incroyable.
cette coïncidence. Et donc, plutôt que de parler du All-Star Game que vous allez pouvoir retrouver tout le week-end sur NBA Extra, nous, on va se poser 5 questions sur la fin de la saison régulière. Fred, je t'avais envoyé les questions. Tu vas me poser 5 questions. Et tu les as pas du tout regardées. Je les ai complètement zappées. Au moins, tu vas découvrir en même temps que les spectateurs, les téléspectateurs. J'allais prendre mon bus, j'avais pas le temps de regarder tes questions. T'avais bus, ok. J'avais bus. Il n'y a pas de problème. Première question. San Antonio va-t-il rattraper le Thunder d'ici la fin de la saison régulière ? Il y a 3 victoires d'écart actuellement, enfin 3 matchs d'écart au Game Breaker. Les dynamiques qui sont assez opposées avec le Thunder qui a perdu Shea, qui ratera d'ailleurs le All-Star Game, et San Antonio pour le coup qui enchaîne les victoires. Il y avait 5-6 matchs à un moment d'écart, voire un peu plus même à un moment. J'ai souvenir 7 comme ça, je sais pas pourquoi. Là pour le coup 3 matchs ça devient très peu. Est-ce que déjà ça doit être un objectif ? Et est-ce que tu penses ça réalisable pour les Spurs de tout simplement de finir en premier de la conférence Ouest ? Je pense que l'objectif ça doit être de prendre... c'est hyper stupide ce que je vais dire, mais pourtant c'est tellement vrai pour ces Spurs-là, c'est prendre match après match. Continuer à gagner, continuer à s'imposer. Là, ils sont sur 6 victoires de suite. Il faut essayer de continuer au plus possible cette série de victoires. Je pense que c'est faisable, oui, je pense, mais c'est dépendant de Shea aussi. Si Shea revient, ce sera plus compliqué. S'il n'est pas là, franchement, ils ont toutes leurs chances et essayer de se livrer dans la bataille, pourquoi pas ? Parce que terminer premier à l'Ouest, c'est quand même un marqueur extrêmement fort. Donc je me dis que oui, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Je signerai pas là maintenant parce qu'on sait quand même qu'il y a de la ressource du côté d'OKC et que ça va être difficile. Mais dans l'absolu, sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné 6 matchs. Ils ont 4 meilleurs marqueurs différents à chaque match. C'est-à-dire que 3 fois Victor, une fois c'est De'Aaron Fox, je crois, une fois c'est Castle, et une fois c'est... Je sais plus qui, mais en tous les cas, c'est... C'était pas Devin Vassell ? Peut-être. Honnêtement, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as tellement d'options dans cette équipe, pour être meilleur scoreur, t'as quand même Castle qui met 40 points. Je veux dire, t'as un danger de partout. T'as une équipe qui est bien rodée, qui peut défendre, qui est jeune, qui est athlétique, qui a battu plusieurs fois quand même OKC cette saison. Et qui a faim. Peut-être un peu plus que le Thunder sur cette fin de saison régulière. Mais même à part le début de saison du Thunder, je trouve qu'ils ont moins faim quand même dans l'absolu. Tu vois, un Jalen Williams, j'avais l'impression quand même qu'il était un petit peu moins bien, un peu moins fin, un peu en se disant c'est pas grave, on verra à la fin, on aura tout le monde. Et là, vraiment, l'équipe qui a le plus faim pour moi, c'est San Antonio. Donc, c'est vraiment loin d'être fini. C'est le mécanisme du champion qu'on voit régulièrement ces dernières années, c'est-à-dire qu'une fois que tu as empoché le titre, ensuite la première place de ta conférence, c'est beaucoup moins important. C'était le cas déjà pour Boston la saison dernière, qui avait fini 2e de la conférence Est. Sauf que t'as pas fait le back-to-back du coup. Sauf que t'as pas fait le back-to-back. Mais je pense que pour le Thunder, oui, le calcul il est simple. On va pas. J'ai l'impression que depuis que le record de victoire est inatteignable, l'équipe a baissé d'un cran dans son intensité de jeu, alors que San Antonio, même s'il y a quelques couacs, tu vois que les mecs sont toujours à fond, quoi qu'il arrive, match après soir. Défensivement, c'est solide. Offensivement, je te dis, il y a plein d'options différentes pour les scorer. Excuse-moi, mais à l'instant T, la meilleure équipe des deux. Et je mets Shea dans l'équipe quand même d'OKC. Je pense que c'est San Antonio. Je pense que c'est hyper important pour San Antonio d'arriver, alors évidemment j'enfonce une porte ouverte aussi, mais d'arriver sur la dynamique la plus positive possible. Il n'y a pas de... Autant je pense que pour le Thunder, peut-être qu'à un moment on économisera certains joueurs, on fera attention sur du temps de jeu, même si déjà que Marc Daigneault le fait beaucoup avec Shea et les autres joueurs. Pour San Antonio, il n'y a pas du tout de calcul à avoir. De toute façon, vu l'âge des gars, ils vont arriver, ils ne seront pas fatigués en play-off. Mais comme tu l'as dit, il y a une équipe qui a gagné déjà, l'autre qui veut montrer des choses. Donc forcément, il n'y a pas de calcul à avoir, tu te donnes à fond, il faut essayer d'être premier. Mais moi, j'ai toujours un peu peur de ces équipes qui sont sur le mode on-off, qui pensent qu'elles vont mal jouer pendant une période, mais c'est pas grave parce qu'il y a un bouton on qui va te permettre le moment important de bien jouer. Attention à ça quand même. Attention à ça, vraiment pour OKC. Donc plutôt oui ou plutôt non ? Plutôt San Antonio qui rattrape le Thunder. Plutôt oui, un oui. J'aurais même dû dire qu'il dépasse le Thunder, parce que s'il les rattrape, ça suffira peut-être pas. Il faut les dépasser. J'ai envie de dire un oui. Un oui, donc c'est une réponse de Normand un peu. Non, mais c'est impossible vraiment de juger, et on sait quand même qu'OKC peut être très sérieux, mais la dynamique est, comme tu le disais, plutôt favorable à San Antonio, donc allez, j'ai mouillé un petit peu, c'est possible, mais j'y crois peu. T'as vu ? Je me suis mouillé comme un fou. Hein. C'est ça, t'as juste mis le bout des doigts dans l'eau. Deuxième question, avec le transfert de James Harden, est-ce que pour toi les Cavaliers sont de nouveau des contenders à l'Est, c'est-à-dire une équipe qui doit viser la finale NBA, sortir de la conférence Est ? Je sais pas.
Honnêtement, ils ont monté d'échelon. Pour moi, ils sont bien mieux, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux équipes au-dessus. Pour moi, c'est New York et Détroit. Et attention à Boston. Si Tatum revient dans des conditions correctes. Ça va être la suite. Oui, non, mais je ne vais pas en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même ces trois équipes-là aussi. Je pense qu'il y a un quatuor, finalement, à l'Est qui est intéressant. Et autant, il y a quelques temps, je t'aurais dit, ils ne font pas partie de ce quatuor. Là, je te dis oui, ils font partie de ce quatuor, ils ont progressé, ça va mieux. Ils ont retrouvé un Jarrett Allen, je pensais qu'il jouait plus au basket, donc ça c'est plutôt cool. Et effectivement, quand tu as Harden et Donovan Mitchell, tu as quand même deux joueurs exceptionnels qui sont capables de prendre le match à leur compte, chacun à leur tour. Et moi, ce qui me plaît surtout, c'est que qu'est-ce qui était dérangeant un petit peu pour cette équipe de Cleveland, c'est qu'on avait un joueur comme Donovan Mitchell qui était parfois isolé, qui était obligé de marquer 40 points, etc. Là, tu as un relais. Tu as un mec qui va te mettre 30 points aussi, ou même s'il rate tout, qui est capable de mettre les derniers paniers à la fin. Donc j'ai envie de dire que oui, ils ont monté dans la hiérarchie, mais pour moi, il y a deux équipes au-dessus et ça forme un quatuor. Je suis assez d'accord avec toi. N'empêche que, en fait, oui, comme tu dis, avant Harden et avec Garland, tu savais que l'équipe avait un plafond vraiment défini, c'est-à-dire peut-être passer un tour de play-off, c'est ensuite que ça se compliquait. Là, avec James Harden, avec toutes les limites que ça comporte pour lui en play-off, parce qu'il nous a plusieurs fois déçus, et on sait que ses pourcentages d'adresse ont tendance à lourdement chuter en phase éliminatoire, mais mine de rien, le fait que Donovan Mitchell n'ait pas besoin de tout faire tout le temps, ça peut vraiment, je pense, changer toute la phase de Cleveland. Je trouve qu'en plus, Donovan Mitchell a énormément progressé dans son leadership, dans sa façon de voir le basket. Je trouve en fait, on avait l'impression presque qu'il se fait violence pour marquer autant de points. Alors que c'était plutôt un mec qui aime ça d'habitude, etc. Là, il disait, mais je suis obligé de marquer ces points parce que sinon on ne gagne pas. Et je pense que son coach aussi le pensait. Et amener cette deuxième arme énorme offensivement, ça aide quand même un peu tout le monde. Et je me répète, Jarrett Allen est redevenu un joueur de basket, ce qui n'était pas sur le début de saison. Et tu vois, pour Donovan Mitchell, on a souvent tendance à dire il a pas les épaules pour mener une équipe vers le titre, il n'est pas assez bon, pas assez dominant en play-off pour... Mais en fait, c'est quoi les meilleurs coéquipiers qu'a eu Donovan Mitchell dans sa carrière ? Rudy Gobert. Ok. Non, mais t'as tout dit. T'as un meilleur défenseur, mais t'avais un des meilleurs défenseurs de la ligue. Mais pour t'aider en attaque, en fait, Donovan Mitchell, il n'a jamais eu un joueur aussi fort à ses côtés. Mais vraiment, là, pour le coup, James Harden, et encore, c'est le James Harden de 36 ans. Oui, mais qui fait quand même une saison splendide. Qui fait encore de très belles choses, qui tourne quasiment à 20 points 10 passes, 20 points 9 passes, je crois. Ouais, peut-être même plus que 20 points, mais 22, 23. Points. Il est quasiment au double-double de moyenne. Et en fait, Donovan Mitchell, là, pour la première fois de sa carrière, je trouve qu'il a un joueur qui est capable d'être vraiment dominant sur de nombreuses séquences. Ce qui était Garland, mais Garland, le problème, tu savais jamais quand est-ce que ça allait lâcher, quoi. L'année dernière, il fait une bonne saison, Garland, et tout le monde était surpris parce qu'il y avait de la constance qu'il n'avait pas jusque-là. Sauf que là, cette année, il a été blessé très souvent. Est-ce que le potentiel est là du côté de Garland ? Oui. Est-ce qu'on l'a vu tout le temps ? Non, on peut pas dire ça. Alors que tu sais que James Harden, tu peux lui dire ce que tu veux, il va te mettre ses 20-10. Avec un pourcentage plus ou moins bon, mais il fera 20-10. Et pour un scoreur comme Donovan Mitchell, avoir l'assurance d'avoir un type à côté de soi qui soit capable d'installer les systèmes, de remonter la balle, sans avoir toute cette pression-là, mais ça veut dire qu'ensuite Donovan Mitchell, lui, il peut être encore plus fort dans tout ce qui est scoring, finition. Tu sais qu'il va être content aussi. Sam Merrill. Sam Merrill, quand tu as deux créateurs comme ça, il se régale déjà. Il se régale déjà, mais je pense que c'est que le début. Rappelons-nous du début de saison de Sam Merrill, où il était très adroit, après il s'est blessé. Ça a été plus compliqué. Là, tu as deux créateurs capables de lui ressortir des super ballons. Lui, il va se régaler. Hein. Et plus les grands, parce qu'à un moment, Mobley va revenir. Donc je me dis qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe. Ouais, donc, contenders à l'Est, moi, tu me dis les Cleveland vont en finale de conférence, je tombe pas de la chaise, ça sera compliqué. Pour aller en finale. Admettons que ça soit normal. Je suis d'accord. Tu battrais qui, New York ou tu battrais Détroit ? Pour moi, New York et Détroit, effectivement, paraissent au-dessus. Pour moi, avec Boston, ça reste globalement du même acabit. Je suis à peu près d'accord. Sauf que c'est une pièce en l'air pour moi. Oui, c'est une pièce en l'air. Maintenant, sur une série, je croyais beaucoup dans les Knicks cette saison. Là, j'ai quand même un peu plus de doutes. Pour moi, le New York a le meilleur effectif de la conférence Est. Mais ils sont capables de se planter, les Knicks. Et les Cavs vont arriver, je pense, à la différence de l'an dernier, sans pression. Ça sera eux les outsiders, alors que l'année dernière, tout le monde les attendait au tournant. Et ça peut changer beaucoup. Pas la pression. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors qu'en play-off, là, ils vont arriver peut-être des séries numéro 3, 4 à l'Est,
bon, bah, c'est eux qui devront couper la tête, quoi. Ouais. Et je pense que, je les vois mieux dans ce rôle-là que dans le rôle de premier de la conférence Est l'an dernier, où là, effectivement, tout le monde attendait de se dire, ah, ok, ils ont fait une super saison régulière, mais bon, en fait, les 60 victoires valent rien tant qu'ils n'ont pas prouvé en play-off. Et c'est là où ils sont, en plus des blessures, c'est là où ils sont plantés, ils n'ont pas supporté la pression. Et j'irai même plus loin, je pense que personne dans la conférence Est, ni Détroit, ni les Knicks, vont se dire, cool, on tombe contre Cleveland. Je suis pas sûr. Je pense que tout le monde va dire, et merde. Il va falloir s'employer, ça va pas être facile parce qu'ils ont une vraie équipe, en tous les cas. La question qui suit, elle découle un peu de ce que tu avais commencé à dire. Jason Tatum changera-t-il la saison de Boston ? Il vient de revenir en G-League, il s'entraîne en tout cas, il a repris l'entraînement à 5 contre 5. Est-ce que tu crois déjà à un retour de Tatum ? Et si oui, est-ce que ça peut, un peu comme l'arrivée de James Harden à Cleveland, donner un petit peps, un petit truc en plus à ces Celtics pour surperformer et faire, à minima une finale de conférence ? Je crois au retour de Tatum. Je pense que lui se bat pour ça, lui a envie de ça, il se rend compte que son équipe est en train de faire une très belle saison, alors que c'était pas forcément prévu. Quand tu ajoutes un joueur de ce talent, cette capacité intellectuelle à comprendre le basket, à savoir où il faut se placer, et en plus, pas avec... Enfin, il a un ego surdimensionné, mais comme tous les joueurs NBA. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de dire, ok, je reviens de blessure, je vais me mettre dans un rôle, et je vais apporter peut-être du banc, etc. Je pense qu'il est capable, vraiment. C'est un des rares une des rares superstars que je vois faire ça. Je pense que ça peut changer les choses. Mais changer quoi ? Parce que Boston est déjà en train de faire une saison fantastique. C'est déjà une équipe dangereuse. Le move de Vucevic a été un très bon move en soi. Je pense que c'est bien sûr un point en plus, mais est-ce que ça va transfigurer la saison de Boston ? Non. Parce que pour moi, il était déjà très dangereux à l'Est, en tous les cas. Et tu vois, le trade d'Anfernee Simons pour Vucevic, alors il y avait évidemment des questions de contrat, de joueurs à payer. Vucevic, il est en fin de contrat, donc tu sais que tu peux économiser de l'argent pour la saison prochaine. Mais si tu transfères Simons sur la ligne arrière, c'est peut-être que tu sais aussi que Tatum va revenir et que tu auras peut-être un joueur en sortie de banc qui va scorer s'il ne revient pas tout de suite dans le 5 de départ. C'est ce que tu peux te dire, oui. Le move apparaît assez logique, en fait. C'est ce que je me suis dit en premier. Mais après, tu sais qu'il y a comment on appelle ça, l'exception, là. Ouais. Donc, qui leur a permis de récupérer l'argent qu'ils avaient mis sur Porzingis, ils l'avaient mis de côté. Ils avaient 1 an. Donc, ça arrivait à échéance. Et grâce à ça, ils ont transformé 22 millions en 27. Ce qui est plutôt pas négligeable. Brad Stevens travaille bien. Brad Stevens est plutôt un mec intelligent. Donc tu dis, est-ce qu'ils l'ont fait que pour ça aussi, pour se dire que l'année prochaine, ils pourront prendre un mec en plus et ils seront dans l'exception ? Je sais pas. Je pense que c'est un coup à deux bandes, en fait. En fait, ce mec est un danger public. J'ai pas envie de jouer aux échecs avec lui. Hein. Tout est gagnant souvent. Non, mais j'ai vraiment... Autant Wemby, quand il veut, je mets une rouste. T'as été joué aux échecs ? Évidemment, moi j'étais à l'école, bien sûr, j'étais dans un collège privé et j'étais dans un ça club. à faire. Non, tout le monde faisait du sport, sauf moi. Moi, je faisais des échecs avec les geeks. Ok, mais tu joues au basket quand même un peu. Pas pendant la pause, jamais. Ok, je faisais des échecs, moi. D'accord. Donc tout ça pour dire que Brad Stevens, je joue pas aux échecs avec lui, parce que ce mec est extrêmement intelligent et c'est fantastique ce qu'ils ont fait. Et s'il fait revenir Tatum, attention, parce qu'il le fera pas revenir pour rien. Donc attention. Mais s'ils le font revenir, c'est qu'ils se disent qu'en fait ils peuvent gagner le titre. Oui, c'est ça. Parce que si c'est juste pour aller jouer une demi-finale de conférence, ça n'a aucun intérêt. Il y a trop de risques. Brad Stevens est beaucoup trop intelligent, Jason Tatum est beaucoup trop intelligent pour prendre un risque pour rien. S'il revient, c'est que ça sera un danger. Mais tu sais qu'ils sont un peu emmerdés avec ça, parce que en fait, moi je voyais Boston plutôt bien, mais je les voyais plutôt bien jusqu'à maintenant, jusqu'à la pause du All-Star Break. Ouais. Et puis ils auraient été 7-8e. Et puis, ils se seraient peut-être mis, entre guillemets, à tanker, à reposer les joueurs, à aller chercher un pic entre la 5 et la 10e place avec un peu la chance de la loterie. T'imagines ? Et c'était pas du tout prévu d'être aussi fort, quoi. Ils avaient tout fait d'ailleurs pour être moins forts. Ouais, mais sans tout casser non plus, en se disant, en fait, on a 1 an où on mange notre pain noir, et puis l'année prochaine, Tatum reviendra, on aura de l'argent à dépenser, on a économisé Porzingis, on a foutu dehors du monde, à Ford, voilà. Mais non, en fait, là, cette année, je pense que Boston veut y croire. Joe Mazzulla, Académie de jeu. Joe Mazzulla est un coach fantastique. Tu vois, j'ai été le premier à le critiquer parce que parfois il m'a agacé. Coach fantastique. À un moment, tu as une vraie académie de jeu. À un moment, tu as fait jouer Jordan Walsh et on aurait dit un vrai joueur NBA en fait. Non mais vraiment. C'est pas gentil pour Jordan Walsh. Mais non, mais Hugo Gonzalez là. Ah, Hugo Gonzalez, le petit Gonzalez, c'est bon là. À un moment. On l'a pas vu venir, ouais. On l'a pas vu venir. Enfin, est-ce que ce mec-là arrive à faire jouer son équipe de façon incroyable? Il y a des joueurs, oui, mais lui est très très bon pour manager cette équipe.
Golden State peut-il rater les playoffs? Les Warriors qui sont 8e actuellement, donc play-in, mais il faudra sûrement passer par le play-in pour se qualifier directement en playoff. Je suis très très circonspect sur la suite de la saison des Warriors. Tu t'abuses. Ils sont sauvés avec Porzingis là. Il va jouer un match sur 4. Franchement, s'ils font pas une fin de saison fantastique, je comprends rien en basket. Elle est hyper bizarre la saison de Golden State. Pour une équipe de ce statut, de cette masse salariale, avec Stephen Curry. Alors évidemment, la blessure de Butler a. Mais ça sent le cimetière des éléphants. T'as pas envie de tout casser, t'as pas envie de faire partir des mecs. T'as envie de finir comme ça bien. Sauf que malheureusement, tu peux pas finir aussi bien parce que tout le monde progresse, tout le monde a envie de te battre parce que t'es Golden State aussi. T'as en plus la blessure de Jimmy Butler, tu fais partir Kuminga, tu fais arriver Porzingis. Je comprends, hein, j'imagine qu'il voulait Giannis, mais prendre un mec qui est tout le temps blessé comme ça. Alors sur le talent, Porzingis à 200%, ça fit parfait. Hein. C'est le joueur parfait pour Golden State. Golden State. Sauf que comme tu sais pas ce que ça va donner, c'est une pièce jetée en l'air quand même. Ça serait... Alors évidemment, avant l'été, on ne sait pas ce qui va se passer sur la prochaine free agency, mais ça marque vraiment la fin d'un cycle. Golden State qui rate les playoffs. Bien sûr. Forcément, on se poserait des questions, mais sachant que quelques semaines plus tard, ils pourraient revenir totalement dans la partie s'ils arrivaient à avoir un joueur comme Giannis Antetokounmpo. Ils vont travailler, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont essayé de travailler, mais encore une fois, ils se sont rabattus, entre guillemets. Hein, c'est un peu péjoratif, mais ils se sont rabattus sur Porzingis. Je pense qu'ils peuvent faire mieux et ça serait effectivement la fin d'un cycle comme on l'entend, mais c'est quand même incroyable la longévité de ce groupe. Mais là où, quand tu regardes le classement, effectivement, moi, il jouerait Phoenix là en play-in. Phoenix est plus fort. Avant de jouer ensuite le vainqueur, le vainqueur de Portland Clippers. Là, comme ça, oui, Phoenix est plus fort. Après, Golden State, pour moi, est au-dessus encore de Portland. Et pour les Clippers, ça se discute. Tu sais, je pense qu'ils peuvent prendre les deux. Dans un bon jour, ils peuvent prendre les deux. Avec Steph en forme, Porzingis sur le terrain, ils peuvent prendre les deux. Ouais, je suis d'accord. Donc attention non plus à pas être trop défaitiste. Maintenant, tu iras en play-off pour te faire casser la figure au premier tour. On est forcément déçu pour Steph Curry parce qu'on sait qu'il lui reste pas 50 années de plus et qu'on a envie de le voir dans une équipe compétitive, mais pour gagner le titre, pas pour faire les play-in ou pour même pas les play-offs. Donc on est un peu déçu forcément. Dernière question, et celle-là, elle est un peu plus... Tu t'en rappelles pas, tu vois? Tu étais obligé de retrouver ta... Si, je l'ai. Elle est... le futur champion, est-ce qu'il est forcément pour toi dans la conférence Ouest? Et là, faut dire oui ou non et argumenter. Et on finit? Non, forcément, t'argumentes. Alors écoute, oui ou non? Pour moi, oui. Moi, pas forcément. Je sais pas. Qui te paraît tellement au-dessus de tout le monde? Qui te paraît être une équipe imbattable? Alors, je dirais Oklahoma City. Malgré quelques couacs, je pense qu'à 100% avec tout le groupe, ils sont encore au-dessus. Et moi, je place Denver au même niveau qu'Oklahoma City. Denver au complet, avec le retour de Aaron Gordon, s'il revient en bonne forme. Pour moi, c'est l'équipe la plus dangereuse et la plus forte de la NBA, tout simplement. Oui, mais être l'équipe la plus forte, tu sais que très bien que ça ne te suffit pas. Hein. Il faut répondre au moment présent, il ne faut pas de blessures, faut avoir de la chance, plein de choses sûr, aussi. Oui, rien n'est écrit, ça je suis d'accord avec toi. Et ensuite, en termes de talent, moi, ce que Détroit propose, moi j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils sont bons à tous les postes. À l'intérieur, c'est devenu très solide. Je trouve qu'à l'extérieur, c'est très intéressant. Kate Cunningham peut apporter les choses. Moi, j'adorerais voir une finale, tu vois, Denver-Détroit ou Minnesota-Détroit. Je trouverais ça extraordinaire comme Minnesota, je ne sais pas s'ils seront. Hein. Moi, je place quasiment Minnesota. En fait, à l'ouest, je place 4 équipes au-dessus du lot. Pour moi, c'est OKC, les Spurs, les Nuggets et les Wolves. Les Wolves, j'ai du mal. Au-dessus d'Houston, au-dessus des Lakers. Aujourd'hui, je te dirais j'ai du mal. Demain, je te dirais c'est génial. C'est le gros problème de cette équipe. C'est ça, en fait. C'est le problème. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe vraiment imbattable à l'ouest. Oui, sur le papier, ils sont plus forts. Mais je ne les vois pas imbattables. Alors, il faut se rappeler quand même que OKC, alors tu me diras, c'est leur premier titre, l'année dernière, etc. Ils ont galéré contre qui? Contre Indiana, qui n'était pas une équipe censée les concurrencer non plus. Ils ont galéré jusqu'au bout. Hein. Donc, non, moi je trouve que c'est un peu rapide de dire ça. Je trouve qu'à l'Est, finalement, avec un certain move qu'il y a eu là, et la progression de Détroit, attention. Encore une fois, moi, New York, je trouve que c'est une équipe qui peut être très dangereuse, vraiment. Si ça clique, si tout clique, si, encore une fois, ils jouent au basket correctement, etc. Mais New York... Je trouve qu'il y a un peu d'avance pour, par exemple, vraiment les Nuggets et le Thunder ont un peu plus d'avance par rapport à Détroit et New York.
Ils ont un peu. Mais c'est comme je suis d'accord avec toi, un peu. Ils sont pas surdominants. Pour moi, ils sont pas si surdominants qu'on pouvait l'imaginer. Pour moi. Vraiment, je pense qu'il y a un coup à jouer du côté de l'Est. Ah ouais, d'accord. Tu penses vraiment que les Pistons peuvent aller chercher le titre cette année? Alors, les Pistons, peut-être en dessous, mais sur l'expérience, sur le jeu, etc., je pense que New York peut y aller, ouais. Ok. En tous les cas, ce ne sera pas un 4-0. Ça, je te le dis tout de suite, ça finira en 7. Ouais, à 7, carrément. Ouais, je te dis en 7. Ça serait bien, ça. Et ton favori à l'Ouest pour sortir? Parce que là, tu places du coup New York un peu peut-être au-dessus, et à l'Ouest, tu verrais qui? C'est mon favori de cœur, San Antonio. Ah ouais, mais réellement, pour moi, c'est Denver. Moi, j'avais prédit une finale Denver-New York depuis le début. Moi, je l'avais l'année dernière, celle-là. Je la voyais l'année dernière. Peut-être qu'elle arrivera cette saison. Moi, c'est ce que je voyais. Mais encore une fois, j'adorerais que ce soit San Antonio. Alors, on verra. Faudra enchaîner les tours. Faudra c'est pas facile. apprendre en vitesse accélérée pour les Spurs. On sait comment ça se passe. Première fois que tu fais les playoffs, c'est pas vraiment évident, etc. Mais sur le principe, ils ont quand même une équipe capable de lutter avec beaucoup de monde. Ce qui me rassure pour les Spurs, c'est qu'ils ont, tu sens que les mecs ont le coffre pour enchaîner les matchs. Ça, il n'y aura pas de problème. Qu'il y a effectivement un manque d'expérience. Et OKC a souffert contre eux. Mais tu as quand même des vétérans dans cette équipe. Tu vois, Fox pour moi est un vétéran. Harrison Barnes, bien sûr. Il n'y en a pas 50. Il y a Luke Cornet qui n'est pas un vétéran, mais qui est un joueur incroyable. Il doit avoir le statut de vétéran, Luke Cornet, dans cette ligue depuis le temps qu'il est là. En tous les cas, à San Antonio, je pense que c'est un vétéran, oui. Oui, ça c'est sûr. Et ça serait, si les Spurs vont au bout, ça serait un des champions entre guillemets les plus surprenants de l'histoire. C'est-à-dire qu'au début de la saison, il faut quand même se rappeler l'objectif des Spurs, c'était de jouer les playoffs et de finir entre 6 et 8 quoi. C'est là où on les voyait à peu près les Spurs. Non, ce serait très surprenant. Mais si maintenant tu me demandais de parier, je parierais pas sur les Spurs. Mais je pense qu'il faut pas les oublier quand même. Je pense qu'ils ont le coffre, comme tu l'as dit, ils ont montré des choses. Ils ont battu OKC alors qu'ils avaient le couteau entre les dents. Hein. Quand ils sont allés battre OKC, tout le monde se dit c'est bon, ils ont perdu, là ils vont leur montrer qui est le patron. Ils n'ont pas réussi. Attention. Il y a toujours cette marotte aussi avec la conférence Ouest de dire celui qui va sortir de ça, parce que ça va être un enfer, et je pense que ça sera plus dur à l'Ouest de sortir que de l'Est, c'est qu'il va être cramé, parce que tu prends une équipe comme Oklahoma City, au premier tour tu joues peut-être Golden State ou Phoenix, pour ensuite jouer Minnesota ou Houston, avant ensuite d'aller jouer Denver ou San Antonio par exemple, dans un tableau et là comme ça. T'es un peu cramé normalement. Et là normalement t'en ressors un peu fatigué, ce qui sera moins le cas je pense de Détroit ou de New York. Donc tu veux dire que je viens de te convaincre que peut-être ça viendra de l'Est? Non, c'est le bémol que je peux apporter effectivement à mon oui pour le champion qui sort de l'Ouest. Tu veux pas assumer que je t'ai convaincu, il n'y a pas de problème. Ah mais on est quand même tous les deux d'accord pour dire que Denver est au-dessus avec Oklahoma City. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, on est bon. C'était la dernière. C'était la dernière question. La séquence. À moins que tu veux que j'en rajoute une. Non. Tiens, rapidement. Est-ce que tu as envie de regarder ce All-Star Game et qu'est-ce qui te branche là sur ce nouveau format? Si jamais jamais tu devais me dire faire une déclaration d'amour. Je te dis la vérité, le Rising Star, ça m'intéresse que très moyennement. Parce que c'est trop tard déjà. C'est un peu tard. Mais par contre, 23h le samedi, les concours, c'est magnifique. Et le All-Star Game à 23h le dimanche, c'est incroyable. Les horaires ont été avancés. Avant, c'était quoi? C'était 1h, 2h du matin, le All-Star Game. Pourquoi ça a été avancé à cause ou grâce aux Jeux Olympiques, en fait? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est tout bénef. À cette heure-là, tu peux pas te passer de regarder ça, évidemment. Ouais, faut pas travailler le lundi matin trop tôt, quoi. Mais après, c'est des matchs qui vont aller vite, même s'il y aura beaucoup de break pub. Mais bon, je pense que ça va durer bien 3 heures quand même. Tu penses 3 heures pour tu verras. Il y a 3 matchs? Tu verras. Ah, c'est ça, il y a quoi, 3 ou 4 matchs? Je sais même plus. C'est des matchs de 8 minutes. Hein. Oui, on verra. Ça peut durer 3 heures en effet. Ça peut durer 3 heures sans aucun problème. C'est possible. Ouais, de toute façon, le All-Star Game là, cette année, avec encore tous les forfaits qu'il y a eu, et je trouve que ça ressemble à rien. D'Aaron Fox, là d'ailleurs, vient d'être appelé pour remplacer Giannis Antetokounmpo. Donc on change un Européen par un Américain. Donc qui sait, c'est Norman Powell qui part dans une autre équipe avec les Européens, avec le reste du monde. Jamaïcain. Parce qu'il est Jamaïcain, mais au début, il était mis avec les Américains. Oui, sauf que lui avait demandé dès le départ à jouer avec la Jamaïque. Ce qui n'avait pas été non, ça n'avait pas été pris en compte, apparemment. Mais d'un seul coup, c'est... quand ça les arrange... je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es jamaïcain. Non, j'ai du mal, moi, avec la nouvelle formule, mais bon, on verra ce que ça donne. Je demande à voir. Moi, je demande à voir. Je suis pas aussi catégorique que toi, je demande à voir. Bon, on en parle peut-être la semaine prochaine pour être convaincu ou déçu de ce énième format c'est fort possible. De la NBA. Bon week-end basket à toutes et à tous, et à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Merci, au revoir.